amélioration incrémentale, c'est-à-dire vous changez des petites choses, mais vous avez, comme vous ne changez pas grand-chose, vous avez une capacité d'adaptation qui n'est pas très forte. Donc vous pouvez faire varier la date de semis, les nouvelles variétés, la gestion de l'eau, la climatisation dans les bâtiments, voilà, donc faire face. Après, vous pouvez vous ajuster avec des choses un peu plus systémiques, donc remplacer des espèces très dépendantes, par exemple, de l'eau, par des espèces moins dépendantes de l'eau. Donc l'exemple que l'on cite le plus souvent, c'est la question de vous remplacer le maïs par du sorgho. Et donc le sorgho, effectivement, a plutôt tendance à se débrouiller mieux avec une irrigation plus faible ou une disponibilité en eau plus faible. De la diversification, ce qui n'est pas une façon de s'adapter, mais qui est une application, excusez-moi, je vais être un peu trivial, mais ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc quand vous augmentez la diversité, mais de fait, le système devient avec une variance interannuelle plus faible. Parce que vous ne perdez pas tous les coups. Il y a aussi l'agroforesterie, et j'ai vu qu'il y a une intervention en fin de semaine sur l'agroforesterie, qui est une capacité, enfin un levier pour augmenter, avoir des productions très diverses, et aussi une capacité à atténuer la pression que le climat peut mettre sur les cultures qui sont entre les bandes d'arbres. Et puis après se transformer, donc ce qui est à beaucoup plus long terme, c'est des nouvelles domestications, c'est-à-dire introduire en culture de nouvelles espèces, ce qui est quand même très compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'espèces introduites, si vous regardez les espèces agricoles de grande culture introduites sur les 20 dernières années, il n'y en a vraiment pas beaucoup, il y en a quelques-unes, mais aucune qui ait pris un champ absolument considérable. Des délocalisations. Alors dans les cultures qui sont les plus concernées par la délocalisation, et il y a une séquence mercredi après-midi, c'est toute la question autour du vignoble. Le mouvement du vignoble est quelque chose qui est extrêmement concerné, et on pourrait en parler beaucoup. Et puis vous avez en fait après aussi ce qui est derrière ça, c'est des mouvements de population, des migrations extrêmement marquées. Donc de fait, il n'y a pas une solution, il y a des pléthores de solutions. Alors en fait, je vais passer un peu rapidement sur ce sujet-là parce que vous le connaissez déjà tous, mais si vous avez des questions, on pourrait y revenir. D'abord, c'est l'adaptation variétale, c'est-à-dire on a énormément de programmes de recherche en cours pour améliorer les variétés actuelles et intégrer dans les variétés actuelles ce qui va favoriser leur l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire changer la phénologie, mais aussi améliorer les efficiences d'utilisation de l'eau, l'efficience d'utilisation de l'azote. Il faut savoir que l'amélioration génétique, elle a une gamme de variations qui est plus faible que quand vous passez d'une espèce à l'autre. Donc de fait, mais vous restez dans un système de production, c'est-à-dire que vous restez à pouvoir utiliser l'ensemble des produits. C'est un élément qu'on a peu en tête, c'est les qualités, qualité des grains, qualité des fruits. En fait, c'est quelque chose qui est très largement impacté et bizarrement pratiquement jamais mentionné. Si je vous avais demandé quel va être le produit le plus impacté dont la qualité va être impactée par le changement climatique, vous avez tous cité la vigne, mais le deuxième, c'est quoi? Et en fait, dans la réalité, toutes les espèces voient leur qualité impactée par le changement climatique. Ne serait-ce que parce qu'il y a une relation très forte entre la croissance, donc la biomasse que vous produisez, et sa composition. Et donc quand vous modifiez la biomasse produite, vous modifiez la composition. Donc bref, il y a des tas de choses qui peuvent bouger, y compris en allant jusqu'à des teneurs en acides gras dans différentes lignées et sous différentes températures. Ce qui est plus problématique potentiellement, c'est le fait qu'on va avoir des émergences de maladies nouvelles. Parce que le mouvement des populations, mais aussi parce que les conditions d'adaptation de ces pathogènes vont être modifiées. Et donc, ils vont trouver leur lieu d'installation. Donc, on a à la fois le changement climatique, mais le fait qu'il y a de plus en plus de commerce international fait que, potentiellement, on introduit énormément de pathogènes nouveaux. Et donc, ils peuvent arriver, si ce n'est pas adapté pour eux, tant pis, ils disparaîtront. Et par contre, si c'est adapté, ils se mettront en place. Alors, dans les éléments illustratifs, il y a par exemple le virus de Schellenberg, qui a été très modélisé comme étant, en fait, là vous avez une carte qui bouge en fait en fonction de ce qui se passe au fil du temps. Et puis dans un autre exemple, en fait, c'est Xylella fastidiosa. C'est un virus, une bactérie, excusez-moi, une bactérie qui est
qui provoque la disparition. Première espèce sur laquelle on l'a détecté, c'est l'olivier dans le sud de l'Italie. Alors, dans Xylella fastidiosa, il y a un certain nombre de races. C'est une maladie qui est vectorisée par des cicadelles, des insectes. Il y a beaucoup de cicadelles qui propagent cette bactérie. Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus pour faire plusieurs choses. Le premier, c'est réussir à comprendre ce qu'était ce bazar-là, réussir à savoir où cette maladie était présente, et puis chercher à modéliser son risque. Et le risque qu'on ait cette maladie. Alors, ce qu'on a découvert, c'est une chose, c'est qu'on en avait en Corse depuis longtemps. Et en fait, en regardant la composition des structures génétiques des populations de Xylella, en fait, on pensait que c'était arrivé il y a quelques années, et en fait, c'est plutôt quelques dizaines d'années où c'était présent, mais comme elle est présente, elle peut coloniser un très très grand nombre d'espèces. En fait, elle était sur des espèces non cultivées, et on a donc découvert très récemment qu'elle était là et qu'elle pouvait donc infecter un certain nombre de choses. On a aussi beaucoup étudié ce qui pouvait se passer dans cette zone-là, donc dans la zone la plus chaude, parce que la principale cicadelle vectrice de Xylella, en fait, elle était en limite de capacité à travailler ici, et on avait modélisé que c'est là que se feraient les premiers foyers en France installés, et de fait, ça s'est produit 2 ans après qu'on ait modélisé ce truc-là. Alors, tant que ça se passe là, et que ça attaque des oliviers, c'est pas bien pour les gens qui font des oliviers, mais tout compte fait, c'est pas la culture la plus importante en France. Il y a une des souches de Xylella fastidiosa qui s'attaque à la vigne. C'est une maladie particulière de la vigne, ça s'appelle la maladie de Pierce, et qui provoque en fait une disparition totale d'un vignoble quand elle s'y attaque. Et la modélisation que l'on a faite de ça, j'ai pas les cartes ici, j'aurais dû les mettre, fait qu'avec le scénario climatique le moins optimiste, c'est-à-dire là où ça chauffe vite, et ben en fait ça conduit à avoir une présence de Xylella fastidiosa et de la maladie de Pierce dans tout l'ouest de la France, donc tout le Bordelais, y compris jusqu'ici en Touraine, vers 2100. Ça veut dire en gros presque une disparition du vignoble dans ces configurations-là. Si on ne fait rien, encore une fois, et donc le seul truc qu'il faut faire, il n'y a que 2 trucs à faire, c'est de réussir à piéger et à réguler la population de cicadelles qui est vectrice, et d'autre part, de commencer, et on y travaille, à introduire des gènes de résistance dans les cépages, et donc des gènes de résistance à la maladie de Pierce. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur les travaux américains, parce que les travaux américains en Californie, ils ont la maladie de Pierce, ils sont très enquiquinés, et donc ils ont trouvé dans un certain nombre de cépages des gènes de résistance. Et donc, au-delà de solutions ponctuelles, il faut effectivement accroître la résilience de la production agricole. Donc, à court terme, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est comment on est plus précis. Donc, on met beaucoup en avant la problématique d'agriculture de précision. Donc, sur un champ d'augmentation qui est relativement limité, ça peut permettre de fonctionner. D'accord, merci. Et donc, la sélection végétale, j'ai parlé tout à l'heure, la sélection animale aussi peut être mobilisée. C'est la conservation des sols. Alors, non pas pour le stockage, mais là pour, augmenter la réserve hydrique des sols. Encore une fois, si vous faites tout ça parfaitement, vous allez pouvoir gagner au maximum, Pierre, tu me corrigeras si je dis une bêtise, mais gagner une quinzaine de millimètres de réserve utile dans un sol. Mais 15 mm de réserve utile, c'est à peu près ce qu'une culture de maïs évapore en 3 jours. Donc c'est pas beaucoup en fait. Mais encore une fois, c'est une mesure à combiner avec d'autres. Et puis la diversification comme source de résilience. Et donc ça, c'est, comme vous aurez les figures après, c'est une synthèse qui a été faite d'à peu près 6000 publications sur qu'est-ce que la diversification, donc l'augmentation de la diversité des espèces cultivées permet de faire. Donc de fait, elle permet de faire pas mal de choses, et notamment de contribuer pas mal à l'augmentation de la séquestration du carbone et un tout petit peu à la régulation du climat. Alors je disais tout à l'heure, la problématique de l'élevage, il ne faut absolument pas l'oublier, parce qu'en fait, ça va avoir une incidence sur la ressource alimentaire, et donc là, c'est l'incidence, si vous vous projetez dans un certain nombre de scénarios climatiques, c'est à quel endroit on a des problématiques de production fourragère. On a effectivement un décalage des périodes de production, hein. Donc potentiellement s'il fait plus chaud c'est un peu plus tôt, mais par contre vous avez un creux en été qui est absolument considérable, donc ça oblige à faire plus de stock et donc plus de coûts.
Voilà. Et puis, ça a une incidence sur l'animal, et notamment, en fait, une question sur la température des animaux qui peuvent se retrouver en vraie difficulté pour supporter des températures très élevées. Donc là, c'est la température d'un poussin pris sous tous les angles. Et donc, ça impose en fait des mesures correctives à modifier la conduite alimentaire et puis avoir une gestion individuelle et là aussi potentiellement de l'élevage de précision. Et puis là j'ai parlé beaucoup de production, et en fait il faut adapter l'ensemble de la séquence de la chaîne de valeur, depuis la production à la transformation. Et donc vous avez des filières qui se préoccupent de ça, et notamment la filière qui a le plus travaillé ça, c'est la viticulture. On a eu un énorme programme qui s'appelait l'ACAV avec l'ensemble des interprofessions pour dire mais tout compte fait dans 50 ans à quel endroit on sera là-dessus. Et donc c'est réussir à comprendre l'effet du climat sur la qualité, mais aussi l'impact sur le revenu, et, chose encore plus importante, sur quel est le classement des vignobles. Si vous avez un vignoble qui n'est plus classé au bon endroit, sa valeur s'effondre en fait. Imaginez que le prix de l'hectare de Champagne se vend au prix de l'hectare du Gris de Toul. Voilà, le propriétaire en Champagne ne sera pas forcément très d'accord. On a aussi, l'air de rien, en passant là, sur l'effet des teneurs en sucre. En fait, on se retrouve dans une configuration où il y a, pour les plus jeunes de la salle, en fait, il y a 50 ans, on chaptalisait classiquement, parce que le degré était trop bas. Et aujourd'hui, on a des travaux pour retirer de l'alcool désalcoolisé du vin. Et c'est uniquement lié au fait qu'on a, sous l'effet de température, une augmentation des quantités de sucre. Et quand vous avez des vins en Bordeaux qui font 15 degrés, c'est juste plus des vins de Bordeaux, quoi. Et donc c'est vraiment très très compliqué. Et puis ça suppose aussi que on arrive à travailler avec ce que je disais, les pratiques œnologiques, excusez-moi, donc les nouvelles souches de levure, le pH, la désalcoolisation. Et puis, en fait, il ne faut pas oublier les camarades que sont les consommateurs, puisque c'est eux aussi qui auront un intérêt dans l'histoire. Dernier point sur la partie production, c'est qu'on a tendance à regarder ce que l'on fait en fait, comme si on était coupé du reste du monde. Dans la réalité, si on essaie d'analyser notre empreinte, et ça préparera ce que je vais dire juste après, si on essaie de regarder notre empreinte, en fait, on doit prendre en compte les émissions importées. Parce que l'agriculture, l'agroalimentaire, la société européenne est massivement importatrice. Donc on a une surface virtuelle qui est plus grande que notre surface réelle. Et donc on doit intégrer cette question-là. Et on doit la mettre au regard du fait qu'on contribue à la sécurité alimentaire mondiale. Pour avoir la chance de discuter des fois je ne dis pas que c'est une chance, mais discuter très souvent avec les professionnels agricoles et avec la FNSEA, ils mettent très souvent en avant la question de on nourrit le monde. Alors c'est vrai qu'on contribue en fait à une sécurité alimentaire, mais en fait on importe une partie du monde. Et donc il faut réussir en fait à réfléchir le périmètre sur lequel on travaille. Deuxième partie, et comme je vois tout, il faut que je me dépêche. Voilà, et je vais essayer de tenir dans le temps. Ça ne va pas être facile, mais il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole. En fait, il faut le réduire par la production, faire changer les productions agricoles, potentiellement réfléchir à notre bioénergie, j'en parlerai tout à fait à la fin, et puis il faut réfléchir à la demande alimentaire. Parce qu'en fait, on a une activité agricole parce qu'il y a des consommateurs à nourrir. Et des grandes questions, donc il y a les éléments, il y a quelque chose qui est passé par pertes et profits au cours des 10 dernières années, et qui pourtant il y a 10 ans était à l'agenda, un agenda extrêmement élevé quand Guillaume Garot était ministre, c'est de dire mais on a 30% de pertes alimentaires à l'échelle mondiale, et alors, dans les pays dits peu développés, en fait c'est surtout en amont de la chaîne, et dans les pays dits développés c'est surtout en aval de la chaîne, c'est-à-dire nous c'est essentiellement autour des frigos qu'il y a des tas de choses qui se perdent. Et donc, comment on arrive à réduire ça? Parce que si on n'a pas cette perte-là, de fait, c'est ça qu'on doit produire au moins. Il ne faut pas oublier l'énorme transition alimentaire qui est en train de se produire à l'échelle mondiale, avec une tendance à l'augmentation des consommations de produits carnés et des produits d'origine animale. Et à l'échelle européenne, c'est le contraire, une baisse de ces produits-là. Et donc, ça a des incidences très fortes. Et puis, bon, les bois, je ne vais pas en parler. Alors, pourquoi je dis ça, en fait? Qu'est-ce qui se passe quand vous changez les régimes alimentaires? Ça, c'est une étude qui a été publiée par Solagro, en s'appuyant sur une cohorte
la cohorte Nutrinet Santé, ils ont fait une sous-étude avec la partie bio. Alors, je ne veux surtout pas illustrer la partie bio, hein. C'est pas ça l'objectif, mais c'est simplement de souligner la surface qu'il faut pour nourrir une personne. On a tendance à sous-estimer totalement ça. En moyenne en France, avec les niveaux de production que nous avons, il faut 4500 m² pour nourrir un Français moyen. C'est absolument considérable, hein. On a fait beaucoup recourir l'idée que vous mettez 3 pieds de tomates sur votre balcon et vous êtes alimenté. Non, rien du tout. Le seul avantage, c'est que ça relie le consommateur avec la réalité biologique, parce que manque de peau, ces tomates, elles vont crever. Mais, donc il faut 4500 m², et pour réduire ça, en fait, ce qui est déterminant, c'est la part de produits animaux. Il faut vraiment avoir ça présent à l'esprit. Alors ça, c'est la figure que j'adore, parce que c'est la plus simple. En fait, c'est pour essayer à comprendre ce qui lie l'occupation du territoire, mais aussi l'alimentation et les gaz à effet de serre. Il y a un atome particulier au milieu de tout ça, qui est l'atome d'azote. Alors vous allez dire changement climatique, on a plutôt tendance à parler du carbone, mais en fait non. En agriculture, le problème central, en agriculture et en alimentation, le problème central, il est là. C'est la problématique de l'azote. Alors je vous explique rapidement ce qu'il y a dans ce bazar. C'est un travail qui est fait par Gilles Vilaine de l'université Pierre et Marie Curie, et j'adore ce qu'il fait. En fait, il a eu l'idée, l'intuition, il y a une petite dizaine d'années, de dire, mais après tout, la protéine dont j'ai besoin pour nourrir l'humain, et vous ne pouvez pas remplacer les protéines que vous consommez tous les jours par autre chose que des protéines. C'est la seule forme d'azote réactif que nous pouvons assimiler. Et donc il a dit, mais je vais transformer tout ce qui touche à l'azote en azote réactif, donc en azote. Et donc, pour nourrir la population humaine, il faut 31, donc ça c'est les chiffres de 2009, comme je suis un peu paresseux, je ne les ai pas réactualisés, puis c'est un graphique importé de Gilles. En 2009, il fallait 31,2 millions de tonnes d'azote sous forme de protéines pour nourrir l'humanité. Oula, c'est vraiment compliqué. Et pour faire ça, vous avez des animaux ici qui vont fournir 11 millions de tonnes d'azote, des végétaux qui fournissent le reste. Vous avez beaucoup de choses qui circulent à l'échelle mondiale, dont Gilles dit que c'est une vraie plaie parce qu'en fait ça induit des déséquilibres locaux. Et pour faire tourner cette machinerie-là, vous avez ici 30 millions de tonnes à peu près qui sont issues de la fixation symbiotique par les légumineuses, 10 millions qui sont des dépôts atmosphériques, et 90 millions, en gros 100 millions qui sont issus des engrais de synthèse. Et une fois que vous avez fait ça, là vous avez en fait, ici, comme la population humaine n'est pas vraiment en croissance rapide, l'essentiel retourne dans l'hydrosphère, et c'est là en fait qu'il y a une énorme perte. 95 millions de tonnes, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de ça, qui se retrouve dans l'hydrosphère. Et il a fait des études sur 30 ans, et en fait il montre qu'il y a une corrélation presque de 1 entre les deux. Alors vous allez dire, c'est simple, il suffit de supprimer ça, mais si vous supprimez ça, le système s'arrête. Donc la question, elle est comment vous réinventez ça. Alors, ça serait trop facile si ça s'arrêtait là. C'est qu'en fait, chaque fois que vous épandez ce bout-là, ou les effluents d'élevage, ou ici, enfin les effluents d'élevage, ils retournent là, ou ils retournent ici, ben, en fait, vous émettez une petite fraction sous forme de protoxyde d'azote. Et le protoxyde d'azote, et ça devrait être illustré tout à l'heure, en fait, c'est à peu près 56% de ce que l'on émet sous forme de gaz à effet de serre par l'agriculture. Et donc, la particularité du secteur agricole, c'est que les gaz à effet de serre, ce n'est pas un problème de carbone. C'est un problème d'azote. Alors l'azote, on a de deux fois le problème du protoxyde d'azote, c'est qu'on fait énormément de transports à longue distance de matières premières agricoles. C'est pas un gros volume, par contre, c'est comme c'est des trucs très pondéreux, ça voyage par bateau. Et le deuxième grand émetteur de protoxyde d'azote dans le monde, c'est le transport maritime. Ça, c'est une carte du programme Copernicus, et en fait, ce que vous avez là, c'est les teneurs en protoxyde d'azote de l'atmosphère, et en fait, c'est les routes maritimes pour l'essentiel, avec là ici quelques endroits où les humains circulent beaucoup. Donc, de fait, il faut regarder ça. Alors, pourquoi? C'est parce qu'on brûle du fioul lourd, qui est en fait un résidu où il y a tout l'azote et le soufre, et donc, quand vous faites brûler de l'azote en présence d'oxygène, de fait, vous avez du protoxyde et du dioxyde d'azote. Alors, il faut mobiliser aussi, et c'est le dernier point, je vais aller très vite, la capacité de l'agriculture à stocker du carbone ou à produire du carbone renouvelable. On a fait des tas de travaux là-dessus, et Sylvain, peut-être que tu en parleras, je ne sais pas. Voilà, Sylvain en parlera et fera un point de détail. Il faut juste. Donc, il y a un grand potentiel, c'est ce qui avait conduit à imaginer le programme 4 pour 1000 à l'échelle mondiale, donc on peut faire quelque chose. Il faut juste faire attention aux raccourcis dangereux, c'est-à-dire le potentiel d'accumulation n'est pas infini, clairement.
C'est-à-dire, c'est pas quelque chose où vous pouvez stocker du carbone indéfiniment. Un sol plus riche en carbone sous une température plus élevée, il émet plus de CO2 par respiration. Les micro-organismes, ils passent leur temps en fait, à dégrader du carbone pour émettre du CO2. Quand vous avez un carbone qui est en surface, et c'est typiquement ce que vous obtenez quand vous faites de l'agriculture de conservation, mais il est plus exposé aux variations de température. Et puis en plus, pour mettre cerise sur le gâteau, pour stabiliser le carbone, il faut apporter de l'azote. Donc vous avez un risque d'émission de protoxyde d'azote. Donc en fait, on doit vraiment jouer avec ça. Il faut le faire, mais il faut le faire sans croire que c'est la panacée universelle. Et puis après, on peut émettre des choses. Agrocarburant et méthanisation, vous allez voir ça. Faire attention à la concurrence avec les biens alimentaires, la concurrence avec la restitution de carbone au sol, donc c'est une question d'équilibre. Par contre, un potentiel pour regarder autrement les cultures. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du blé, et puis bizarrement, j'ai mis dans votre tête, sans que vous vous en rendiez compte, l'idée que le blé était une culture d'un an. En fait, non. Et donc, il y a tout un temps entre deux cultures qui est vide. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Dans le bus en venant, vous voyez beaucoup d'endroits de sol nu, quelques endroits où il y a des cultures intermédiaires. Potentiellement, la méthanisation peut utiliser ça. C'est la production d'énergie photovoltaïque. Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui autour de ça, parce qu'il y a une forme de concurrence, mais aussi une forme de possibilité de travailler sur cette question-là. Pour une raison très simple, en fait, c'est que vous avez 30 millions d'hectares en agriculture en France. Et donc, de fait, ça fait beaucoup d'espace disponible, et donc beaucoup d'envie. Et puis, idem pour la production d'énergie éolienne, parce que vous avez là aussi une puissance installée qui est assez importante. Et donc, pour conclure, ça conduit à deux questions. C'est les systèmes résilients à faible émission assurant une mitigation conduisent-ils à explorer une augmentation de ce qu'on peut appeler le land equivalent ratio, c'est-à-dire est-ce que je peux augmenter la production de la production par unité de surface en couplant des productions alimentaires et des productions soit de biomasse non alimentaire, soit d'autres choses que de la biomasse, et donc en réduisant de fait les émissions importées. Et puis, comment on analyse la relation qu'il y a entre la fonction de production de biens alimentaires et non alimentaires et la limitation des gaz à effet de serre. Est-ce qu'on arrive à explorer des convexités? C'est mon dernier graphique tordu. Si vous mettez, je me suis livré à faire une adaptation d'un papier publié par Green dans Science en 2005. Si vous avez ici la production de biens alimentaires, donc en gros des biens privés, et ici des bilans des émissions de gaz à effet de serre, et donc, faut le prendre, plus la valeur est élevée, moins vous en émettez, quoi. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que l'intensification agricole s'est fait en fait en dégradant le bilan d'émissions de GES. Et donc, est-ce qu'on peut en fait réussir à explorer des zones où on fait des bilans très positifs et on arrive à maintenir une activité productive très élevée, voire potentiellement une activité productive qui va ici, si vous imaginez les productions, il y a un LER nettement supérieur à ce qu'on a aujourd'hui. Une fois que vous avez ça, est-ce qu'il y a des degrés de liberté qu'il faut donner au système pour élargir la courbe, c'est-à-dire changer, jusqu'où on change les choses. Et c'est seulement après qu'on a des questions sur l'innovation technologique, les innovations organisationnelles et aussi les innovations réglementaires. Il ne faut jamais oublier qu'on peut faire de l'innovation en réglementation. Et à la fin, est-ce que la recherche peut apporter quelque chose autour de ça? Et puis, c'était juste pour un résumé qu'en fait, tout compte fait, ce système-là est suffisamment compliqué pour qu'on ait des programmes dans à peu près tous les sens, autour de la résilience climatique, et j'en ai parlé pour un certain nombre de points, un travail autour de la dimension alimentaire, donc ça, en gros, c'est l'agriculture, là, ça, c'est l'alimentation, et ici, vous avez des tas de choses autour des problématiques environnementales, et réduire les émissions, stocker, recycler, produire de l'énergie renouvelable. Voilà, donc une approche très holistique qui va être illustrée durant tous les jours de cette conférence. Voilà ce que je voulais vous dire et merci beaucoup.